The Great Review est avec nous. Bonjour, bonjour. Je suis en train de... Hop, j'ai changé le titre du live. Waouh, non mais là vraiment, je t'accueille. Alors tu sais que je suis un streamer vraiment de piètre qualité, regarde. Comment vas-tu? Je te serre la main là, très officiellement. Je pense que juste avec tes deux néons, t'as atteint un niveau de professionnalisme qui est supérieur au mien en je sais pas combien d'années. Mets ton casque, le chat est face à toi. Hop, je t'épargne ça, j'aurai mes petites questions. Le chat est là. Est-ce que... Regarde, tu m'as demandé... Je t'ai demandé si tu voulais à manger et des boissons. Je savais pas exactement ce que tu voulais, mais... Et j'ai à manger et des boissons, donc en fait, tu as à manger des boissons. T'es le meilleur en fait. Je vais prendre de l'eau. Vas-y, prends de l'eau, installe-toi tranquillement. T'as pensé à mettre une Red Bull, on est très corporate. On est corporate. On est très corporate. Et comme je ne sais pas quels sont tes standards de consommation, est-ce que tu es Red Bull addict ou pas du tout? Non, pas du tout. Je suis le genre de connard qui boit même pas de café. Tu bois pas de café? Je bois de l'eau. Tu bois de l'eau. Je bois même pas de coca. Je suis ce genre de merde. Genre, j'essaye de faire du sport tous les jours et de pas manger sucré et pas manger gras. Tu fais du sport tous les jours? Ok. Ouais, ça c'est fort. Moi j'ai lâché l'affaire. Et j'ai toujours l'air de faire 50 kilos, mais... mais de muscles purs. Mais je suis probablement en bonne santé. ce qui est déjà pas mal. Du coup, vas-y, pose donc toutes les questions. Tranquillement déjà. Bois tranquille, installe-toi. On est entre amis paisiblement. Ouais, du coup, je suis à la bourre, je suis désolé. Non, mais pas du tout. Attends, au contraire. Attends, t'imagines que moi j'apparais pas à 18h33 quand on me donne rendez-vous à 18h30. Bah, on est tous les deux aussi honteux l'un que l'autre. Est-ce que tu vas bien déjà? Parce que le plus important c'est quand même ça. Est-ce qu'en ce moment t'es dans un mood qui te va, qui te plaît ou... Écoute, ça va. Je suis dans un mood semi-permanent de je suis à la bourre sur la prochaine vidéo. Okay. Donc c'est mon mood constant depuis que j'ai lancé la chaîne. Quand je sors une vidéo, je suis serein pendant environ 3 jours. D'accord. Et après, je me dis, je suis un peu à la bourre sur la suivante. Et elle met quand même 8 mois à sortir. Du coup, ouais, mon mood, c'est je suis à la bourre sur la prochaine vidéo, mais tranquillement. J'en ai une qui est prête en vrai. J'en ai une qui est prête, qui est terminée à 100%, mais elle est, c'est pas un big truc, c'est genre un petit truc de 30 minutes que j'ai fait avant de retourner, essayer de faire des trucs d'1 heure. Elle devrait sortir vraiment bientôt. Elle doit sortir dans genre 2 semaines. Elle est déjà planifiée et tout. Elle devrait sortir, je crois qu'elle sort début juin ou fin mai. Ok. On est encore confidentiel sur le sujet. On garde ça précieusement. Pour le coup, il n'y a pas besoin de... Je pense que ça sert à rien de gâcher la surprise aux gens. On garde la surprise, ce sera parfait. Bon, je te remercie déjà de venir. Franchement, c'est super sympa. Je me suis pris un coup de pression au démarrage. Ouais, c'est vrai que j'ai utilisé mes contacts. C'est la seule raison. Mais tiens, d'ailleurs, il y a un mec sur LinkedIn qui m'a contacté en me disant je fais une émission sur les storytellers. C'était pas toi. Ouais. Il me contacte en me disant je fais une émission sur les storytellers. Ok. Et moi, en ce moment qui suis sous l'eau, je dis non à tout. Genre, je dis non aux interviews, je dis non aux émissions. Et j'étais vraiment en mode laissez-moi travailler. Genre. Et donc je lui dis non, j'ai pas le temps. Et littéralement 2 heures après, il y a Emma qui me contacte de ta part. Et je réalise que le premier invité de ce mec qui m'a contacté sur LinkedIn, c'est toi. Ah, bon, bah... La question est, est-ce que l'homme de LinkedIn à qui j'ai dit non a fait marcher ses contacts pour t'activer? Je te jure que non. Je te jure que c'est un hasard complet. Et merci d'avoir succombé à la pression d'Emma pour ce live. Parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est que le thème est littéralement le même. Le thème est vraiment le même. Le thème est le même. Parce que en fait, genre vraiment, j'ai dit non au gars, et puis t'as débarqué en me demandant la même émission. Littéralement la même émission, mais avec un intervieweur différent. Je me suis dit, c'est impossible. En plus, ils se connaissent. Ouais, non, pour le coup, vraiment, c'est du hasard. Mais peut-être que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et que justement, c'est un sujet qui peut faire mouche, en tout cas, qui peut plaire. Okay, donc, naturellement, je pense les bonnes idées, souvent, les bonnes idées, les gens, il y a plusieurs personnes qui les ont. Tu t'es bien rattrapé, moi je pense que c'est un complot. Tu penses que c'est un complot? Et tu vas faire une vidéo, le complot. La fois où j'étais coincé en interview. La fois où ils m'ont attrapé. Non, ok, très bien. Donc c'est un hasard. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe dans la vie en ce moment? J'ai trouvé une baraque dans le sud. Donc je vais déménager dans le sud. Je maintiens que Paris est la plus grande ville sur cette terre et que personne peut tester Paris, mais j'ai envie de voir ce que c'est que de vivre au milieu de nulle part pendant un petit moment. Ok, donc vraiment le but c'est la baraque
Le but. Planqué, caché. Elle est pas planquée, non, je suis pas au fond d'une forêt, D'accord. mais je suis dans une ville qui, comparée à Paris, est quand même genre vraiment minuscule. Ok. Enfin, minuscule. J'abuse peut-être un peu. Tout est petit à côté de Paris. Voilà. Alors, Tokyo paraît grand à côté de Paris. Ouais, bah je fais pas à Tokyo, par exemple, tu vois. Tu vas pas à Tokyo, donc c'est l'inverse, c'est pas Tokyo. Je Donc, te dis que c'est vraiment pas Tokyo. Genre. Les gens n'allez pas chercher à Tokyo, c'est pas là que vous allez le trouver. Après, en vrai, je crois qu'il y a plein de gens qui savent où j'habite là. Genre, en vrai, c'est. Ah ouais c'est grave facile de trouver où j'habite. Mais là, la chance que j'ai, c'est les gens qui regardent mes vidéos à mon âge, à peu près. Tu vois, c'est des gens qui ont 20 ans. Donc, à 20 ans, tu sais que t'es pas censé débarquer chez les gens. Genre, Normalement, au bout d'un moment, enfin, je pense qu'à un certain âge, tu comprends que c'est pas normal de se mettre en bas et de dire Augustin. Pendant des années, je bossais chez Webedia et absolument tous les soirs, il y avait des petits qui attendaient Michou à l'extérieur et Inoxtag. Mais il y a toujours encore des gens qui les attendent quand on a un rendez-vous là-bas. Ouais, ils sont toujours, mais c'est. Voilà, et donc la terreur, c'est quand tes fans ont genre 13-14 ans. Ouais. Parce qu'à 13 ans, t'es turbo con. En tout cas, moi je l'étais. À 13 ans, t'es turbo con. Tu comprends pas que ça se fait pas de débarquer devant chez les gens ou là où ils travaillent. Mais moi, genre, c'est des adultes qui regardent mes vidéos. Donc en fait, quand les gens savent où est mon adresse, ça change rien, genre. Et justement, par rapport à tu vois, la notoriété que tu as pu acquérir au fil du temps et le fait d'être reconnu, parce qu'en fait la particularité quand tu es youtubeur, c'est que en plus d'être notoire, tu es reconnaissable, puis en plus tu es sur Twitch, etc. Est-ce que ça c'est quelque chose avec lequel tu vis bien, c'est pas un peu angoissant Moi la première fois qu'on m'a arrêté dans le métro, ça m'a un peu angoissé. Ça t'a angoissé? En fait j'ai trouvé ça, tu sais, moi j'ai 35 ans, donc c'est un âge un peu différent pour que des gens se mettent à te reconnaître. Tu vois, on n'est pas habitué, et ça m'a pas angoissé, mais ça m'a fait un truc c'est bizarre. Un truc un peu en fait, comme si ça m'avait matérialisé que un peu partout tu peux potentiellement trouver quelqu'un qui a regardé ce que tu as fait, et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, t'as paniqué parce que tu t'es rendu compte que t'avais perdu l'anonymat pour toujours, genre, et que peu importe où t'allais aller, il y avait quelqu'un qui était susceptible de te reconnaître. Alors je pense que c'est pas à la hauteur du tien, mais en tout cas à ce moment-là je me suis dit ok, il y a comme un passage, tu vois, c'est ok, ça a cliqué. C'était après un KCX pour le coup en plus, donc tu sens que... Moi, ça m'a pas mis mal. J'ai trouvé ça rigolo la première fois que c'est arrivé. Puis ça s'est mis à arriver de plus en plus. Et de fait, j'ai eu ce même moment... Au bout d'un moment, j'ai eu la même réflexion que toi de... je pourrais plus jamais, je sais pas, faire un truc stupide à une table dans un café. Genre, si je suis bourré à 4h du mat et que je commence à courir à poil à travers Paris... Je vais être sur Twitter, là. Et les gens vont plus jamais me lâcher avec ça. J'ai plus le droit d'être débile en public. Mais bon, il est possible que tu sois sur Twitter avant même que tu sois rhabillé. Oui, tu vois, non, mais probablement. Et genre, tu réalises que tu perds ce droit d'être un abruti en public, mais c'est pas très grave. Est-ce qu'au final, c'est pas une bonne chose? Ça t'oblige. Alors, je parle pas de toi. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est plutôt une bonne chose que ça m'empêche d'être un gros connard. Oui, alors. Ouais, le problème c'est que le jour où tu vas être un abruti et trop boire et faire quelque chose de stupide, tu l'auras pas prévu. Tu vois, ça va te tomber dessus par hasard. Tu te lèves pas le matin en disant je vais être un abruti aujourd'hui. Donc le jour où tu vas faire quelque chose de stupide et tu vas le faire en public, les conséquences vont être plus graves. Donc un jour tu réalises, quand les gens commencent à te reconnaître dans la rue, tu réalises que bon, ça va t'arriver si tu fais n'importe ou si t'as pas de chance. Après, en vrai, non, être reconnu dans la rue, ça m'a jamais dérangé parce que les gens sont toujours adorables en fait. Le jour où quelqu'un me parlera super mal, peut-être que mon point de vue changera, mais tous les gens qui m'ont parlé dans la rue ont toujours été vraiment foncièrement adorables. Okay. Les gens qui te disent qu'ils aiment bien tes vidéos, les gens qui demandent des photos, il y a des petits... Il y a un petit qui m'a regardé pendant genre 5 stations en mode est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui. Au bout de la 5e station, il vient me voir, il me dit est-ce que c'est toi, est-ce que je peux avoir une photo. Donc je lui dis oui. Et il sort son téléphone pour prendre le selfie et je vois sur son téléphone c'est genre 50 photos de moi. Et en fait il m'avait Google pour finir par être sûr que c'était moi ou pas. Et genre, j'avais pas compris que c'était Google au début. Et genre, il y a 150 photos de moi sur ton téléphone. Et, ça fait peur quand même. Là, t'as eu peur. Ne dis pas que ça normal. Pendant une demi-seconde, j'ai fait oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, non, il m'avait juste Google pour s'assurer que c'était moi. Parce que comme il y a 8 mois entre toutes mes vidéos, je change un peu de tête entre eux. C'était tout à fait legit de me Google. Mais non, en vrai, genre, les gens sont gentils. Non, les gens sont toujours gentils. Les gens sont toujours grave gentils. Il y a les gens qui te reconnaissent et qui te disent des trucs gentils. Les gens qui te reconnaissent et qui s'en battent les couilles, genre, ça se voit qu'ils reconnaissent qui t'es et ils retournent sur leur portable. Ça, c'est un bon côté de Paris. Ouais. Je pense que tu vois, les Parisiens, fondamentalement, tu crois qu'ils sont plus blasés ? Absolument rien à foutre. Tu crois qu'ils sont plus blasés, les Parisiens ? Ah, ok, c'est lui. Oui, je pense que. Ouais, c'est parce que. Tu vois, par exemple, les joueurs de foot disent souvent que l'avantage à Paris, sauf cas exceptionnel, tu vois, Mbappé, etc., mais que, ok, les gens les reconnaissent, mais qu'il y a un peu ce côté un peu hautain de toute façon, je vais pas aller vers toi. C'est pas parce que t'es connu que je vais aller vers toi. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Peut-être.
Ça dépend Là, l'âge. je me fais tout autant reconnaître à Paris qu'ailleurs. J'ai pas l'impression que ça arrive moins à Paris. Non, je pense que oui, mais je pense que toi aussi t'as passé un cap de notoriété qui est très vaste. Est-ce que tu trouves que les gens vont autant vers toi ou pas vers toi, que ce soit à Paris ou ailleurs? Les gens vont autant vers moi un peu partout. Ok. Déjà, ils arrivent à me reconnaître n'importe où. Genre, l'année dernière, je suis passé à la gare de Clermont-Ferrand. Ok. Vraiment 5 secondes. Je suis descendu du train et j'ai pris une voiture devant la gare. Et il y a un mec qui m'a DM sur Twitter en me disant qu'est-ce que tu fais à Clermont-Ferrand? Genre, ça va vite. Et ça t'angoisse pas? Non, Ok. bah non, parce que je suis normal en public en fait. Genre, je fais rien de bizarre. Ça me dérange pas qu'on me reconnaisse. Le seul truc. Il y a le mec qui te reconnaît et qui s'en bat les couilles, Oui. et le mec qui te reconnaît et qui te demande une photo. Entre les deux, il y a le mec qui te reconnaît et qui te fixe pendant 30 minutes sans te parler. Ça, c'est un peu Et bizarre. ensuite, il te montre Google. Non, ça, Avec 150 photos. Et là, vraiment, l'effroi. ça, j'avoue, c'est un peu bizarre. Ça m'arrive des fois dans le métro, il y a des mecs qui me reconnaissent et vraiment, juste ils me regardent pendant toute la ligne. Bon. Ça, j'avoue, si je pouvais faire sans, mais ça, c'est assez rare. Mais en vrai, et même ça, c'est tellement pas grave. Genre. Oui, c'est pas méchant. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de méchanceté. L'endroit où on me reconnaît pas à Paris, c'est les quartiers touristiques en fait. Parce que c'est pas des Français. Genre, si. Saint-Michel? Oui. Ah, non. Parce qu'à Saint-Michel, il y a plein d'étudiants. Ouais, donc en fait, d'accord. ils te reconnaissent Ouais, quand là, même. oui. Mais genre, par exemple, sous la Tour Eiffel, Ouais. il y a personne qui sait qui je suis, parce que c'est que des touristes. Donc Là, t'es vraiment tranquille. C'est vrai que personne ne va te faire chier. J'ai vraiment remarqué que la fréquence de gens qui me demandent des selfies se casse la gueule quand je vais dans les quartiers les plus touristiques, parce que c'est vraiment beaucoup moins de francophones. Sous la Tour Eiffel, je peux y rester tout l'après-midi, personne ne sait qui je suis. Mais si je vais genre place de la Contrescarpe, typiquement dans un quartier où il y a beaucoup d'étudiants, là ça prend 1 minute genre. C'est sûr. Jussieu, tout ça, c'est Ouais, de fou. Paris 1. Là, c'est là que De dingo. t'es tricard. Dans les raisons, on l'a cité un petit peu, qui m'ont poussé à te demander gentiment, je pense qu'Emma l'a dit peut-être, Emma a mis plus de pression, si tu pouvais nous rejoindre pour parler un petit peu. Le but, c'était de parler un petit peu des coulisses de la création, de manière générale, et quel est un peu ton processus par rapport à ça. Je sais que tu en as déjà parlé, mais je trouvais ça intéressant. T'as cité tout à l'heure le fait que tu as travaillé chez Webedia. Le passage de travailler chez Webedia à prendre ton autonomie en termes de création, est-ce que c'est quelque chose qui était particulièrement difficile, qui était particulièrement évident, qui a suscité beaucoup de réflexions pendant longtemps, puis finalement tu l'as fait? C'était quoi un peu la réflexion par rapport à ça? Alors difficile, ouais. Pas en termes de j'ai dû changer mes habitudes, parce que j'ai continué à travailler vraiment pareil, mais difficile financièrement. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu te lances en solo, genre tu perds ton salaire. Au début, c'était stressant de fou. Quand tu commences à avoir une petite notoriété chez Webedia et que tu te dis, ok, j'aimerais bien me lancer et le faire par moi-même, tu t'abandonnes un contrat, t'abandonnes un CDI, c'est super dur de décrocher un CDI dans le jeu vidéo, et si ta chaîne elle flop, que tu fais 0 vue pendant 1 an, que t'as plus une thune et que tu veux revenir chez Webedia, il y a vraiment peu de chances pour qu'ils te redonnent ton CDI. Ouais. Donc c'est faut vraiment y croire, genre c'est un grand bond dans le vide. Et j'ai passé pas mal de temps à me dire, est-ce que je suis sûr que si je lance une chaîne elle va marcher? Parce que vraiment, si elle flop, j'ai plus une thune. T'es pas payé de fou quand t'es chez Webedia. Mais bon, malgré tout, tu vivais grâce à ça. J'avais le SMIC. Ouais. J'avais le SMIC à Paris, c'est vraiment, tu vois, C'est difficile. Tu vas pas avec 8 milliards d'économies. Donc en gros, si ma chaîne elle flop, très vite, je peux plus payer mon loyer. Donc financièrement, c'était stressant. Techniquement, j'ai acheté un micro et une caméra et j'ai continué à bosser. Et t'as lancé direct. J'ai continué à bosser tout pareil parce que quand je bossais chez Webedia, en fait, je faisais les vidéos de A à Z. Déjà, j'étais rarement aidé par un monteur, rarement aidé par la technique. Donc en fait, je faisais tout genre. Donc pas trop de changements. Pas trop de changements. Et tu estimes que ce moment que tu as passé là-bas était intéressant pour toi dans la suite de le début de ta carrière ou de créateur de contenu indépendant, ou tu estimes que ça n'a vraiment rien à voir et que c'était, on va dire, 2 moments de vie et qu'il n'y a pas de lien par rapport Non, par rapport à l'autre? C'était intéressant, mais ça dépend sur quoi. J'ai pas l'impression d'avoir progressé de fou. Genre, je suis pas vraiment devenu un meilleur narrateur ou meilleur pour écrire parce que j'étais chez Webed. Par contre, c'était important pour tous les gens que j'ai rencontrés. Webedia, c'est un vivier phénoménal de gens qui bossent dans le jeu vidéo. Genre, j'ai rencontré, il y a encore plein de potes qui bossaient chez Webedia qui maintenant bossent pour plein de streamers. Genre, les 99% des gens que je connais dans le gaming, je les ai rencontrés chez Webedia. En fait, Webedia, même si t'apprends rien,
là-bas, même si ça veut pas dire que t'apprends rien là-bas, mais même dans un cas où t'apprends rien là-bas, c'est vraiment stylé pour la quantité phénoménale de gens que tu rencontres. Tous mes contacts viennent de... J'ai passé les 3 dernières années enfermé dans ma chambre comme un sale ermite. On va en parler de ta méthode. Donc vraiment, encore aujourd'hui, tous les gens que je connais du gaming, je les connais de Webedia. C'était ta source principale de contacts et d'amis. Le networking était fou. Le networking est vraiment fou. Quasiment tous les journalistes gaming que je connais, je les ai rencontrés à Webedia aussi. Voilà. C'est le point de départ. Ouais. Et quand Webedia a commencé à battre un petit peu de l'aile, Squeezie est parti, font des bumps, etc. Plein de gens qui étaient mes potes chez Webed sont allés trouver du taf un petit peu partout. Ouais, tout le monde s'est dispersé. Ils bossent pour des streamers, ils bossent pour des teams, etc., etc. Donc maintenant, je connais plein de gens dans plein de boîtes parce qu'ils étaient tous chez Webedia à un moment, tu vois. Et justement, c'est à ce moment-là que tu as commencé à travailler sur ce qu'on appelle un peu maintenant la méta, un peu storytelling, etc., qui a pris beaucoup d'ampleur sur YouTube au fur et à mesure. C'est quelque chose que tu as développé là-bas? C'est quelque chose que tu as appris là-bas? C'est quelque chose que tu as découvert là-bas? Chez Webedia, tu veux dire? Oui, chez Webedia, ouais, dans ce moment-ci. Non. J'ai commencé à faire des vidéos... Déjà, j'en faisais un peu quand j'étais petit, genre vraiment au lycée vite fait pour m'amuser. Après, j'ai commencé à le faire professionnellement quand je faisais la chronique pour jeuxvideo.com. Tu sais, j'ai fait un truc qui s'appelait la Gazette de l'e-sport à un moment, genre c'était il y a vraiment longtemps, et je faisais des petites histoires de l'e-sport pour jeuxvideo.com. C'est là que j'ai commencé à vraiment me demander comment raconter un truc pour que ce soit intéressant, où je dois mettre la musique, comment je rythme les images. Mais en gros, je le faisais de chez moi. Tu sais, j'étais pas à Webedia à ce moment-là. Au moment de la Gazette de l'e-sport, j'étais en freelance chez moi, et j'ai vraiment c'est vraiment du t'essayes et tu te cours, tu sais, genre j'ai vraiment appris sur le tas. Genre j'enregistrais un truc, puis c'était nul, puis je me disais ok, faut avoir l'air un peu plus vivant quand t'enregistres. et puis après j'avais l'air surexcité, donc je me suis dit ok, là même un peu plus chill, puis pareil pour les images, pareil pour la musique. Non, j'ai appris sur le tas en le faisant, genre alors une partie de ça après j'ai continué à progresser, donc je l'ai fait pas mal chez Webed, donc ouais, à ce moment-là je progressais et j'étais chez Webed, mais c'est pas le fait d'être dans Webed. Ouais, c'était Webedia pratiquait. C'était un bac à sable pour toi dans lequel t'as fait des trucs, mais voilà, t'aurais pu les faire ailleurs. Webedia pratique pas du tout le storytelling, tu vois, genre quand je suis arrivé là-bas, il y avait aucune boîte qui faisait des vidéos long format pour raconter des trucs, donc j'ai pas pu l'apprendre auprès de gens qui étaient chez Webed. Je le faisais avant, j'ai continué à le faire quand ils m'ont recruté. Et tu l'as fait après. Je l'ai fait après, mais ça c'est pas parce que je suis passé là-bas que je me suis dit au contraire Webed il voulait pas que je fasse du storytelling, parce que le storytelling c'est des trucs qui prennent 8 mois à faire. Oui, c'est très long à créer. C'est archi pas rentable. C'est archi pas rentable. Webedia ils veulent du rendement. Ouais. Il faut des sorties régulières si on suit un peu les préceptes. Il faut que ça sorte très très régulièrement. Là où toi tu peux passer 6 mois comme tu l'as dit enfermé à faire une vidéo. Pour être bien vu par ton boss chez Webedia, faut sortir des trucs tous les jours. Okay. Et donc c'est technique. Si tu veux bien le faire, le storytelling c'est compliqué. Alors peut-être que maintenant avec l'IA, on parlera un petit peu de l'IA, ce sera peut-être plus rapide, mais maintenant, toi qui as cette historique depuis longtemps et qui est devenu connu et à mon sens le numéro 1 sur, on va dire, le côté storytelling et ce type de vidéo, c'est quoi un peu la perception que tu as de ce que c'est devenu? Parce que c'est devenu extrêmement mainstream, extrêmement régulier de voir des vidéos qui sortent. Et surtout, j'ai commencé à voir, c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée d'ailleurs de t'inviter, popper des critiques de gens qui disaient on en a marre de ces vidéos storytelling qui storytellent un peu tout, qui vont prendre un truc minime, en mettre un titre pas possible. C'est quoi un peu ta perception de ça, toi qui justement a développé ça avec plein d'autres gens bien sûr, mais t'as appris ça quoi, globalement petit à petit t'as participé à la création de cette tendance modestement, puis en devenant un des talents prioritaires. Alors, si tu me demandes ce que je pense des autres qui font du storytelling, je vais pas être très utile. Non, pas forcément des autres, mais oui, mais je veux dire, la première question, c'était qu'est-ce que je pense de la méta, et malheureusement, je suis pas le meilleur invité pour ça, parce que je regarde aucune autre vidéo. C'est un truc que j'ai commencé à faire vraiment très 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 tôt. Je me suis dit, c'est mieux pour moi et c'est mieux pour tout le monde si nos styles se ressemblent pas trop. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des youtubeurs qui commençaient à faire vraiment dans le même style de narration que moi, j'ai fait exprès de pas regarder les vidéos. Tu regardes pas du tout les autres. Je regarde pas du tout. J'ai vu une vidéo de combo et une vidéo de Ego dans ma vie, genre. Et c'est parce que le chat Twitch insistait. Et moi, j'ai toujours eu cette philosophie de moins je regarde, moins il y a des risques pour que je me fasse influencer par ce qu'ils font, plus normalement je garde mon style et c'est mieux pour tout le monde. Donc, je regarde aucune vidéo de storyteller, en tout cas pas français, honnêtement, même anglophone, quasiment jamais. Jacob Geller à une époque, je regardais pas mal ce que faisait Jacob Geller, et puis je me suis lassé, devenu moins bon, genre en vrai. Mais voilà. Pour ce qui est de la deuxième question des critiques, je pense que tu passes juste trop de temps sur Twitter.
Je pense que je les trouve pas sérieuses. Je les vois passer de temps en temps, les critiques, mais c'est vraiment typiquement Twitter qui chouine parce que Twitter aime bien chouiner. Si le public en avait marre de ce format, il les regarderait pas. Ça ferait pas de vues. En fait, YouTube, c'est la vérité. Les chiffres ne mentent jamais. Si ça continue à faire des stats, c'est que les gens sont très contents de les regarder. Par contre, il y a cette vibe qu'il y a toujours eu sur Twitter c'est un site de hipster, Twitter. Il faut se mettre en avant, il faut dire les trucs que personne dit, il faut aller à l'encontre du courant. Donc au début, ça me mettait en avant parce que j'étais pas très connu, et quand je suis devenu très connu, ça m'a fumé parce que c'était pour ça, pour aller contre le courant. Je pense que tu donnes trop d'attention à des gens qui vont juste dire le truc qui leur permet de gratter 5 minutes d'attention le jour où les chaînes storytelling arrêteront de faire des vues et où tout le monde lâchera l'affaire parce que c'est plus rentable. Là, on en parlera. Ouais, est-ce qu'il y a eu un burn-out? Est-ce que le public s'est lassé? Nanana. Mais là, tout de suite, si la question c'est est-ce qu'il y a un problème parce que Twitter râle, la réponse est non, frérot. Rarement. Non, frérot, la réponse est Twitter râle tout le temps, quoi qu'il arrive. Bon point. Je vais le prendre avec moi et je vais le partager côté Cacor parce que c'est vrai que nous, on est très très impactés. Par Twitter? Par Twitter, bien sûr. Bah, c'est important parce que dans l'e-sport, c'est l'épicentre, on va dire, avec Reddit. Ouais. Les deux espaces sont quand même relativement toxiques et brutaux, et donc on est forcément impacté par ça. Mais ce qui est intéressant tout ce que tu dis est intéressant, et ce que en tout cas m'a fait tilt, c'est que comme tu ne regardes pas ce que les autres font, dans ton processus, dans la manière dont tu vas penser et te dire tiens, je vais faire une vidéo sur ça, il n'y a jamais un regard sur est-ce que quelqu'un l'a déjà fait. Est-ce que quelqu'un a déjà traité ce jeu? Est-ce que quelqu'un a déjà traité cette thématique et ce sujet? Si, de fou. Parce que tu sais que tu vas passer beaucoup de temps dessus. Ouais. Et tu sais que si les gens connaissent déjà l'histoire, tu vas faire moins de vues. Et à la fin, c'est quand même ce qui te permet de payer ton loyer. Donc tu veux faire le plus de vues possible. Donc ouais, de fou. Je dirais c'est le principal problème d'avoir plein de gens qui font la même chose que moi maintenant. C'est les bons sujets disparaissent beaucoup plus vite. Ça t'empêche pas de les faire. Par exemple, ça fait longtemps maintenant, c'était il y a peut-être 2 ans, mais je me souviens que Ego avait fait un sujet sur un serveur Minecraft et je voulais faire ce sujet. Et à ce moment-là, j'avais trop le seum parce que j'étais en mode je suis un connard, j'aurais dû le faire plus vite. Donc ça arrive, pas si souvent que ça parce qu'il y a plein d'histoires, mais ça arrive. Et plus il y a de storytellers, plus ça a des risques pour que ça t'arrive. Après, j'ai jamais essayé encore de faire un sujet qui avait déjà été fait par un autre gros storyteller, mais je pense que c'est pas si grave. Je pense que si je le fais, je fais quand même des vues du moment que la vidéo est divertissante, et même si je perdrais 10-20% de vues à cause de ça, si le sujet est cool et que je le fais à ma sauce, à la fin j'aurais pas l'impression d'avoir perdu mon temps. Normalement tu as ta signature, en tout cas ta manière de faire, et aujourd'hui une position qui fait que tu pourrais parler plus ou moins de n'importe quoi même si ça avait déjà été traité et avoir ça devait disparaître. Le truc qui nous a enlevé, ça. Comme tu peux le voir, il n'a pas disparu. Mais bon. Et donc ça, c'est quelque chose que tu regardes pas particulièrement. Mais comment tu choisis les sujets? Comment tu te dis, et notamment avec le fait que maintenant tu as aussi une version format court. Comment tu choisis ce qui est un format long, ce qui est un format court? J'ai une version format court, moi. Tu fais des shorts. Ah oui, avec des shorts, avec des vidéos plus courtes. Tu as des vidéos plus longues avec des chaînes dédiées. Comment tu choisis un sujet? À partir de quand tu dis là j'ai un sujet? C'est quand je trouve l'histoire trop bien. Okay. C'est aussi simple que ça. Hein. Je me balade sur internet où genre un pote me parle d'un truc, genre j'entends parler d'une histoire et je suis impressionné. Et en fait je me dis cette histoire est incroyable. Quand t'entends une histoire qui est vraiment incroyable, t'as envie de la raconter à tes potes. C'est ce que je fais, c'est le réflexe que tout le monde a. Quand t'entends parler d'un truc de fou, tu retrouves tes potes autour d'une pinte le soir et tu leur dis écoutez, j'ai entendu un truc incroyable. C'est la même méthode, sauf que ça me prend 8 mois pour dire écoutez, en fait, c'est juste ce besoin primaire qu'on a tous de partager quand on entend un truc trop stylé. C'est juste ça. Donc je fais les histoires que je trouve incroyables. Quand j'ai entendu l'histoire de Barbe Saint-Yvonne pour la première fois, ça m'a ému de fou et je me suis dit je veux la raconter aux gens. Okay. Les Rocks Tigers c'est un peu différent parce que c'est une équipe que je suivais depuis longtemps. Donc en fait j'ai vu l'histoire incroyable se former sous mes yeux parce que j'étais un fan et que je suivais l'équipe. Mais les 3/4 du temps, on me dit un truc, je me dis putain c'est trop stylé, faut que je le raconte aux gens. Puis c'est tout, frère c'est pas plus compliqué. Ni plus ni moins. Et il y a des choses que tu as déjà démarré et tu as arrêté en cours? Ouais, sans arrêt. Ok. Sans arrêt. La vidéo sur le cinéma, je l'ai mis en pause pendant 1 an à un moment. Puis je l'ai reprise. La vidéo sur les jeux de combat, je l'ai mis en pause, elle est toujours pas sortie. Il y a une autre vidéo dont j'ai jamais parlé à personne, j'en avais monté la moitié et elle est en pause. Ouais, sans arrêt. Mais elles sont jamais vraiment abandonnées. J'utilise le temps de pause pour apprendre plus de trucs sur le sujet et elles sortiront forcément un jour. Ouais, tu les mets de côté, mais elles maturent.
Je les mets de côté parce qu'en fait, genre, j'ai fini par me rendre compte que le résultat est mieux, genre ton enregistrement est mieux, ton montage est mieux quand t'es relax vis-à-vis du sujet, quand tu kiffes ce que tu racontes, et quand t'as passé 8 mois sur la même vidéo, tu commences à péter les plombs, tu commences à être aigri, ça commence à se sentir. Et il y a trop de footage que j'ai supprimé parce que ça se voyait à l'écran que j'étais saoulé du sujet. Ok. Donc, pour pas taper dans la qualité de la vidéo, quand je commence à péter un cap d'un sujet, je le mets en pause et je commence autre chose. Et c'est pas bon pour ma productivité. Ça veut dire qu'il va y avoir 2 mois de plus sans rien sortir, mais je pense que pour le résultat final de la vidéo, c'est une bonne chose. Genre. Ça te met la pression de devoir sortir de manière régulière, ou parce que sur des contenus super longs et de très grande qualité, très écrits, très montés comme tu le fais, c'est quand même difficile de se mettre un rythme où tu dois sortir tous les 2 mois, 3 mois. J'ai l'impression qu'avec les trucs un peu plus courts, les shorts, ça te permet quand même de maintenir une régularité de sortie. Même pas, parce que j'ai pas sorti un short depuis 1 mois là. Ouais. Et avant, j'avais pas sorti un short depuis 5 mois. J'ai aucun rythme sur les shorts non plus. Les shorts, c'est la même chose que les vidéos longues. C'est quand j'entends une histoire stylée et je me dis, oh, c'est juste que c'est un tout petit truc de 30 secondes. C'était quoi la question? La pression du calendrier et des timings de sortie. Alors ouais, en fait, c'est un peu le principal problème du job. Si tu fais du YouTube, si YouTube c'est ton job, t'es censé le faire de la façon la plus intelligente. Parce que peu importe ton job, t'es censé faire le job intelligemment. Jusque là on est d'accord. La façon intelligente de faire YouTube, c'est de sortir des vidéos tous les jours. Oui. C'est juste la plateforme est pensée pour ça. La plateforme est juste l'algo est pas du tout pensé. L'algo n'est pas pensé pour les formats longs. La façon intelligente de faire YouTube, c'est Squeezie. Genre il y a une nouvelle vidéo, je sais pas, tous les jours. Après ça fait longtemps que j'ai pas regardé Squeezie. M'insultez pas s'il sort plus tous les jours. Je crois qu'il sort toutes les 3 grosses vidéos par mois maintenant. 3 grosses vidéos par mois. Est-ce qu'il y a des petits trucs entre temps? Je suis pas forcément suffisamment expert pour te le dire. Quand j'étais petit et que je regardais Squeezie et qui faisait des trucs de jeux vidéo, ça sortait globalement tous les jours. Okay. Et tu sais, genre, l'algo aime ça, l'algo va te récompenser avec plus de vues, plus d'abonnés, plus de progression, plus de thunes. Tu vas bosser beaucoup, tu vas bosser comme un chien, mais mentalement, tu vas tanker parce que tu vois clairement ta progression. Et tu sais que tu fais ton job le mieux possible, en termes de stats en tout cas. Si tu commences à obséder sur le moindre petit détail et à vouloir faire des vidéos qui durent 2 heures, t'as forcément 5 mois entre chaque vidéo, et tu sais que tu te fais pénaliser pour ça. En fait, tu sais que tu ferais plus de stats et plus d'abonnés et plus de vues et plus de thunes si tu sortais plus souvent avec une qualité moindre. Et donc tu te dis, j'ai envie de forcer la qualité par fierté, parce que j'ai envie d'avoir la fierté du travail accompli, mais tu sais que la plateforme te punit pour ça. Donc ça génère un stress. Mais en fait, faut juste l'accepter en fait. À un moment, tu connais les règles, tu sais comment l'algo fonctionne. Soit tu fermes ta gueule et tu fais des vidéos tous les jours, soit tu fermes ta gueule et tu fais des vidéos longues parce que tu veux la fierté de dire regardez la vidéo, elle est vraiment bien. Mais ça sert à rien de se plaindre. Genre oui, ça fait partie du job. Ouais, ça fait partie du job en fait. Si tu veux faire des formats longs, l'algo est pas pensé pour. Tu vas sur une plateforme qui est pensée pour sortir tous les jours et tu fais des formats longs. T'as choisi ta vie, c'est pas la peine de chouiner derrière. Oui, ça crée un stress, mais si tu le subis trop, c'est que t'as. C'est con. Attends, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est à partir du moment où. En fait. Parce que je pense que j'essaye de dire, c'est oui, ça me génère un stress, mais aussi, je connais les règles du jeu. Donc, je suis censé l'avoir accepté depuis longtemps. Et je suis moi-même surpris de réaliser que ça continue de me mettre la pression. Et donc, je l'ai probablement pas assez accepté. Mais je le comprends. Très modestement, je compare ça à. On va dire, tu sais que quand j'étais CEO de la Carmine, il y a un certain nombre d'éléments qui sont de pression quand tu sais que c'est le bordel, justement, que tu dois communiquer, etc. Chaque prise de parole est un peu pressante. Tu sais que ça fait partie du job. Et c'est vrai que d'un point de vue très rationnel, tu dis, c'est mon job. Donc en fait, je vais pas me plaindre d'un truc qui fait partie des choses que j'ai choisies, tu vois. Mais c'est vrai que malgré tout, c'est... En fait, il y a des moments très rationnels où ça permet de prendre beaucoup de recul. Il y a des moments un peu plus émotionnels où là, pour le coup, la pression est beaucoup plus forte. Mais j'imagine que c'est... C'est quoi tes moments émotionnels? Dans un job de CEO, c'est quoi les moments où tu sais que c'est pas le plus efficace pour la team, mais par fierté ou par image de marque, tu le faisais quand même et tu mettais le temps et l'argent? T'avais des trucs comme ça, toi aussi, genre? C'était pas la méthode la plus efficace ou la plus rentable, mais vous le faisiez parce que vous vouliez le faire comme ça? En fait, oui. Je crois que, en fait, la particularité de la Carmine, c'est que comme on a ce côté très orienté communauté, en fait, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Tu vois, typiquement, je te prends un cas concret. On sait que les maillots devraient être vendus plus cher dans l'intérêt du club. D'un pur point de vue business, ce qu'on fait est une aberration. On fait des événements où on sait qu'on va pas gagner d'argent.
C'est-à-dire que si on est très pragmatique, on devrait cut un certain nombre de choses parce que on peut avoir une formule pour gagner de l'argent malgré tout. Mais on se dit, ok, mais la communauté, elle va pas suivre, tu vois. Et surtout, est-ce que ça va être révélateur de l'ADN que Kamel a mis dans le club, tu vois, ce genre de choses. Et ça, parfois, c'est... En fait, tu suis pas les standards de ce que tu devrais faire. Typiquement, il y a le cas du betting sponsor, tu sais, les sponsors de betting. Bon, de toute évidence, quand tu es un club e-sport... C'est un truc qui rapporterait trop de thunes. Tu dois signer ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est une aberration de ne pas signer ça. Mais ça fait partie des choses, tu te dis, je sais pas si ça répond exactement à ta question. Ça répond parfaitement à ma question, parce qu'en fait, vous êtes en paix avec vous-même, vous le faites parce que vous savez le niveau de qualité et le niveau de transparence que vous voulez donner, mais je suis sûr que ça t'a mis un peu de pression. Je suis sûr qu'il y a des nuits à 2h du mat où tu t'es dit, on avait bien besoin de cette thune. Alors, et tu vois, par exemple, quand je suis arrivé en 2022, beaucoup, 2023 c'était un peu plus, on a trouvé des solutions, mais 2024, l'année a été très difficile pour ça. C'est-à-dire que le nombre de fois où j'ai exactement ça, le réveil, enfin le moment où à 2-3 heures du matin t'es encore debout parce que t'as ce truc qui te ronge de putain, si seulement, ça a beaucoup joué. Maintenant, comme tu le disais, avec le recul, tu vois, et là, en fait, mais ça fait partie du job. Et, j'ai l'avantage d'avoir une mère qui est assez dure sur ça. En mode, si c'est dans le job, tu peux pas t'en plaindre. Tu sais, ce côté très pragmatique, et ça fait du bien d'avoir un peu ce recul par rapport à ça. En parlant d'éléments stressants, on a parlé un peu de ce stress des sorties. Il y a un autre type de stress sur lequel j'aimerais bien avoir ton avis, c'est le stress des statistiques. En plus, moi, je suis quelqu'un de très addict aux stats. Je vais regarder les sorties au box-office, enfin, tu vois, ce genre de choses. J'ai toujours eu cette passion-ci. Quand tu sors une vidéo, est-ce que tu es en mode, pendant les quelques premiers jours, à regarder tu sais, sur YouTube, on peut voir le classement de la vidéo par rapport au disque que tu as sorti avant. Est-ce que tu regardes un peu... Désolé, il y a le bruit qui est reparti. Est-ce que tu es relativement addict à ça ou angoissé de ça? C'est quoi ton émotion par rapport à ces stats? Alors, j'irais pas jusqu'à dire addict et j'irais pas jusqu'à dire angoissé, mais ouais, je surveille et je surveille tous les jours. Et je trouve que c'est normal en fait, c'est les stats de ta boîte en fait. Genre, du lancement et du résultat de la vidéo dépend la progression de la chaîne. Le nombre d'abonnés que tu vas gagner et la thune qui t'est censée te permettre de faire tes courses et de payer ton loyer. Donc ouais, je regarde régulièrement et je trouve ça complètement normal. Genre, il n'y a pas de job où c'est pas très important pour toi les stats, tu vois. Genre, si j'avais une boîte qui vendait de la poterie, je pense que je checkerais les ventes de la boîte tous les jours, tu vois. Si j'ai vendu des vêtements, je regarderais combien je vends des t-shirts tous les jours et ce serait pas bizarre, ce serait le job. Donc ouais, les youtubeurs regardent leurs stats sans arrêt parce que c'est les résultats de leur entreprise et tu vois, je peux juste te dire, bien sûr. Tu vois ça comme une note? Je vois ça. Ou pas? C'est-à-dire que, est-ce que pour toi, par exemple, j'en sais rien, imaginons, aujourd'hui, ton standard, c'est que quand tu sors une vidéo longue, ça fasse X millions, je sais pas, 2 millions de vues. Est-ce que tu as déjà ce truc en tête, tu as le chiffre en tête de ce qui est une vidéo qui a réussi? Mais que d'un point de vue stat, ensuite on parlera des commentaires. Mais d'un point de vue statistique ou pas du tout? C'est très difficile c'est très difficile de se dire cette vidéo doit faire tant, parce que y a des sujets qui sont beaucoup plus populaires que d'autres. Genre, si je compare Call of Duty et Sea of Thieves, genre même si j'ai bossé 5 fois plus sur la vidéo Sea of Thieves et même si elle dure plus longtemps et même si je trouve qu'elle est meilleure, elle va faire moins de vues qu'une vidéo sur Call of Duty. Genre Call of Duty c'est un sujet C'est-à-dire énorme. Quoi qu'il arrive, c'est... Genre quoi qu'il arrive, il n'y a pas un monde où la vidéo, même si c'est la meilleure histoire du monde, il n'y a pas un monde où la vidéo Sea of Thieves elle concurrence une vidéo sur Call of Duty. Genre c'est trop big comme sujet. Donc au moment où je termine une vidéo, moi ce que je sais c'est combien j'ai travaillé dessus, mais je sais pas exactement à quel point le sujet est important pour les gens. Donc je peux pas vraiment te dire combien elle va faire. Du coup, alors évidemment, si je bosse 5 mois dessus et que la vidéo elle fait 10 000 vues, c'est un flop. Mais à part que ça, sauf si on part vraiment dans les extrêmes comme ça, non, je peux pas vraiment te dire combien une vidéo est censée faire. Généralement, je vise genre 1 million. En ce moment, ce qu'elles font, c'est qu'elles montent à 1 million relativement vite. Enfin, ça leur prend quelques semaines, voire un mois ou deux. Et après, comme c'est du contenu plutôt froid, qui se regarde bien, elles ont tendance à grimper un peu. Et la dernière qui est sortie, là, elle va sur 1,4 million. Donc elle se porte plutôt bien, en vrai, pour une vidéo qui a que 2 mois et quelques. Ouais, mais t'es quand même, en tout cas, t'es en connaissance quand même de ces éléments-ci. T'as une maîtrise de ces éléments-ci. Tu vois, comme je me dis 1,4 million sur un sujet. La dernière vidéo, c'est que j'ai sorti un truc sur les glières, c'est un sujet d'histoire. Et je me dis, de fait, tu vois, j'ai un ordre d'idée, parce que je me dis, sujet historique, c'est un truc mon public n'a pas l'habitude. 1,4 million en genre 3 mois, 2-3 mois, ok, c'est plutôt bien. Donc ouais, je suis plutôt content des résultats de la dernière. Donc ouais, j'ai un ordre d'idée. Mais on est d'accord que tu ne choisis pas tes sujets, comme tu l'as évoqué, tu ne choisis pas des sujets en disant
Enfin, il y a pas de côté un peu cynique, même si je me doute que tu fais pas des vidéos pour que ça floppe, tu vois. Je devrais privilégier des sujets sur des trucs qui sont archi populaires et archi big, mais il faut trouver des histoires vraiment bien, genre dans un monde parfait, tu ferais que des vidéos sur Call of Duty et sur Minecraft. Ouais, là ça bombarde. Voilà, tu ferais Minecraft, Fortnite, Call of Duty, t'aurais 50 histoires sur chacun des 3 jeux et tu toucherais l'intégralité d'internet. Le truc c'est pas comme ça que je choisis les sujets. Je choisis les sujets en fonction de ce que j'ai trouvé l'histoire incroyable. Ouais, donc, ça te fait kiffer. Donc si l'histoire incroyable est sur un jeu indé que 3 personnes connaissent, bah pas de bol. On l'a fait quand même. Et en même temps, tu trouverais la manière de façon le raconter pour le rendre. Je suis pas sûr. T'es pas sûr? Non. Aujourd'hui, tu te dis pas, quel que soit le sujet, je peux trouver la manière de bien le faire. Non. Okay. Non, il y a plein de gens qui me disent tu pourrais parler de n'importe quoi et ça m'intéresserait, et c'est très, très gentil, c'est très flatteur, mais franchement je pense qu'ils ont tort, hein. Je pense que le plus important c'est d'avoir des bons sujets. Tu sais qu'il y a une grosse pression populaire sur la fameuse vidéo Carmine Corp, LEC, les Worlds, Kameto, à chaque fois on voit, mais nous au passé des gens qui disent il faut qu'il la fasse. Moi je me dis que c'est le meilleur moyen qu'elle n'arrive jamais, tu sais, qui mettent cette pression-ci là-dessus. Non, je suis pas du genre à refusé de faire une vidéo parce que plein de gens la veulent. Par contre la pression est surtout sur vous, parce que pour gagner les Worlds vraiment je sais, oui. Alors, force à vous, hein. En fait, c'est à 10 ans, hein. L'objectif est plus dur pour vous que pour moi, hein. Moi je sais faire une vidéo d'1h30 pour qu'une équipe européenne gagne les Worlds, vraiment. Ouais, alors oui, bon, on était en avance sur les timings sur gagner la LEC, c'est déjà pas mal, mais le saut entre gagner la LEC et gagner les Worlds, il est quantique, c'est pas une marche d'escalier, hein, c'est non, vraiment, et puis surtout il intègre toute la région, donc tu continues d'être vachement suivi de tout ce qui est e-sport? Non, de fou, non, pas du tout. Je suivais de fou quand j'étais petit, c'est comme ça que je suis rentré chez Millennium. Je suivais de fou quand j'étais chez Webedia parce que ça faisait partie de mon job, mais en fait, j'ai consacré de plus en plus de temps à la chaîne et je bosse de plus en plus. Et aussi, je me suis donné l'objectif de faire de plus en plus de jeux solo que j'avais pas fait. À un moment, je me suis rendu compte que c'était une catastrophe. J'étais à la bourre sur mes jeux solo. J'avais pas fait Red Dead 2, j'avais pas fait Cyberpunk, j'avais pas fait God of War, vraiment des trucs de base. Donc ces derniers mois, je spamme les jeux solo et j'ai perdu le fil de ce qui se passe sur l'e-sport LoL. J'ai perdu le fil de ce qui se passe sur l'e-sport CS. J'ai perdu le fil de ce qui se passe sur Valorant, mais ça c'est pas grave parce que Valorant ça pue la merde. Et donc ouais, non, c'est terrible, j'ai complètement décroché. Bah c'est pas grave, tu t'es focalisé sur autre chose. Moi je trouve que la relation avec l'e-sport, il y a vraiment des fluctuations. Moi il y a eu des phases où dans ma vie, je regardais même à l'époque de Melty e-sport, etc. J'étais vraiment à fond dessus. Puis il y a des phases où j'ai complètement arrêté de regarder, puis c'est revenu très très fort. Moi je trouve que la Carmine a réveillé beaucoup de fans d'e-sport un peu endormis, ou même Gentleman d'ailleurs le fait, ça attire des nouvelles personnes, mais ça réveille aussi des personnes qui étaient un petit peu en pause en termes de passion. Parce qu'il te faut un arc en fait, il te faut un attachement émotionnel à ce qui se passe dans la compète. Moi quand je regardais vraiment à l'époque les LCSEU ça s'appelait, avant ça s'appelait le LEC, j'étais fan de Unicorns of Love et je trouvais ça vraiment trop stylé, Unicorns of Love. Quand UOL ont arrêté d'être là, déjà j'ai commencé à un peu décrocher. Et puis à un moment, il y avait quand même cet arc de peut-être que l'Europe va close le gap. On a eu Fnatic puis G2. C'était pas loin. C'était vraiment pas loin. Et j'ai commencé réellement à décrocher après le flop de G2. Genre okay. déjà rien que l'année d'après, j'ai regardé beaucoup moins. Le 3-0, t'as mis un coup. Je peux te dire que le début de la pente de mon attention pour l'e-sport LoL, c'est quand G2 se fait ouvrir. Et en fait, l'Europe a cruellement besoin d'un arc en fait. On est un peu en train de dormir en ce moment. On est en mode ouais frère, personne va jamais fermer le gap. On fait acte de présence. Peut-être on va en quart. On se fait 3-0 par une team chinoise. Et moi c'est pour ça que je sais que c'est pour ça que je regarde plus du LoL. Bon, là évidemment dans le chat il y a beaucoup de K-Corp comme tu peux l'imaginer, normal. Donc je vois beaucoup de l'arc c'est nous, il est en cours, t'inquiète il est là, reviens parmi nous. T'as regardé un peu le First Stand ou pas? Mais par exemple c'est sûr et certain, non j'ai pas regardé le First Stand, mais c'est une nouvelle compète le First Stand. Oui, le truc c'est, est-ce que c'est pas un truc comme l'Invitational où genre c'est une compète de milieu d'année, c'est stylé parce que c'est un tournoi international. Ouais, voilà, mais en version encore pour le coup encore plus petite, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 5 clubs qualifiés, un par région. Okay. Mais on a fait une finale. C'est plus petit que le MSI. C'est 2 fois plus petit que le MSI. Ok, mais alors du coup, avec tout le respect, oui. Puisqu'on en a déjà rien à branler du MSI. Aïe. Oh, je la vois venir. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que vous ayez gagné le First Stand? On ne l'a pas gagné. Ah,
C'était sûr. C'était sûr. Je suis désolé. Il m'a tué. Là, vraiment, il m'a. Voilà. C'est le dagger. C'est le dagger. T'as forcé à venir et voilà, tu m'as puni, tu t'es vengé. Une destruction publique en bonne et due forme. Bravo. Ouais, genre. L'ambiance de la Carmine, je la trouve incroyable. Le fait que vous ayez autant de fans aussi excités, aussi impliqués, qui sont prêts à être hype pour un truc aussi. On n'en a rien à branler que le First Stand. No joke, ce qui se passe de plus intéressant en Europe à l'heure actuelle. Et la Carmine, ça fait plusieurs années que la Carmine est de loin l'écosystème le plus intéressant à suivre en Europe. Putain, heureusement qu'il y a la Carmine, parce que vraiment, sinon, le LEC, ce serait dead game. Mais bon, on n'en est pas encore à croire au retour de l'Europe. Et en fait, malheureusement, aucune compète compte à part les Worlds. Genre LoL, c'est les Worlds. En plus, genre Kamel en est conscient. Tu vois, Kamel, c'est quoi son rêve? C'est gagner les Worlds. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est normal quand tu regardes LoL depuis la saison 1, tous les storytelling incroyables, c'est les Worlds. C'est toujours, on ne se souvient que des Worlds. Genre, G2, ils ont plus de trophées du LEC qu'il y a d'assiettes chez moi, genre. Et est-ce que G2 c'est des dieux? Est-ce qu'ils ont un aura de fou? Est-ce que toute l'Europe est fan de G2? Non, on s'en bat les couilles, frère, on s'en bat les couilles. Surtout maintenant. Il y a que les Worlds qui comptent. Worlds qui comptent. Faker, même s'il avait plus jamais gagné après ses 3 premières étoiles, ça restait Faker parce qu'il y avait 3 étoiles sur son maillot. Les Worlds font tout. Et même s'ils sont, on le sait, si T1 est éclaté en LCK mais gagne les Worlds, ce sera une année réussie. C'est une année pour T1, on s'en bat les couilles. Genre, vous avez gagné le LEC? Oui. Ok, comme ça j'arrête de dire des conneries. Grave bien, mais on s'en bat les couilles. Je suis désolé. Il y a que les Worlds sur LoL. Il y a que les Worlds. Et ça veut pas. Je peux pas dire qu'il a tort. Il a pas tort. Là-dessus, il a pas tort. On est obligé de. Ça fait mal. C'est douloureux. Bon, maintenant quand on l'a gagné, je t'avoue que j'ai eu un peu les larmes aux yeux parce que il y a l'émotion, etc. Mais c'est vrai que maintenant que c'est gagné, oui, j'ai envie d'en gagner un deuxième, un troisième, mais même les joueurs. Ouais. Tu vois, les joueurs aujourd'hui, ils sont pas complètement. Enfin, oui, ils veulent gagner la LEC, mais la gagner 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ouais. Ils en ont rien à foutre si ils préfèrent gagner le MSI et gagner les Worlds. Déjà, le MSI, c'est pas mal. G2, ils donneraient tous leurs trophées du LEC pour, je pense, mettre 2 games de plus en finale des Worlds. Même pas pour gagner les Worlds. Je pense pour pas se faire 3-0, ils donneraient. Je te jure que leur héritage. Je leur demanderai. Leur héritage serait plus ancré serait plus marqué au fer rouge dans la tête du fan européen lambda comme moi, s'ils étaient passés à ça de gagner les Worlds plutôt que s'ils avaient gagné 12 fois le LEC, je le jure. Je leur demanderai. Tu sais quoi, je vais faire le travail vraiment honnête, intellectuellement, je leur demanderai et je t'enverrai la réponse. Juste pour finir sur l'e-sport, toi, ton jeu de cœur, c'est LoL? Ouais, alors il y a CS. En fait, le truc, CS, c'est tellement bien à regarder. Alors, j'ai toujours été explosé à CS. J'ai beaucoup plus joué à LoL qu'à CS. Genre, mon niveau sur CS, il me donne envie de pleurer, c'est une horreur. Mais à regarder CS, c'est fou. C'est de l'adrénaline pure. Il y a rien comme un mec qui clutch en 1v4 en overtime sur CS. C'est une folie. De toute façon, à la fin, c'est Ziwoo qui le fait. Et à la fin, c'est Ziwoo qui gagne. Genre, vraiment, c'est trop brut, c'est trop pur, c'est trop l'adrénaline CS en e-sport. Mais mon jeu de sport, c'est quand même LoL. Genre, j'ai plus d'affect pour LoL. J'ai donné 10 ans de ma vie à LoL. Mais voilà. Donc ça, bon, l'avantage c'est que les Worlds c'est entre nos mains. Si tu m'avais dit CS, c'est mon jeu de cœur, je t'aurais dit bon, pour l'instant nous on va pas t'aider sur ce chemin-ci. Rocket League c'est les émotions, oui, mais ça de toute façon on sait que Rocket League c'est vraiment incroyable à regarder quand t'es dedans, mais je comprends que tu puisses pas mettre pour l'instant Rocket League à la hauteur de CS ou LoL en termes de pic de ce qu'est l'e-sport, ce qui est logique. Bah moi je peux pas trop t'aider sur Rocket League. J'ai jamais joué à Rocket League et j'ai jamais trop regardé d'e-sport. Peut-être que c'est incre, mais j'ai pas assez de rapport avec le jeu. Bah, écoute, ça viendra peut-être. Revenons à nos moutons, la création, etc. Moi, j'ai toujours eu, en tout cas depuis que je regarde tes vidéos, la sensation que tu étais quelqu'un qui visait l'excellence, qui allait dans les détails, qui allait vraiment, qui allait vraiment pousser une forme de perfection, en tout cas aspirer à ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu confirmes ou pas du tout? Ou est-ce que c'est quelque chose, et surtout, est-ce que c'est quelque chose qui t'enferme un petit peu? Est-ce que tu vas faire les 2 mois de travail supplémentaires parce que tu veux changer 0,5% de la qualité de la vidéo parce que tu estimes que c'est fondamental, parce que tu as vu que c'était un truc à améliorer? Alors ça dépend. Non, je dirais pas que je suis quelqu'un qui va forcément dans l'excellence et la perfection. Si tu penses ça de moi, c'est très flatteur, merci beaucoup, mais c'est pas vraiment le cas. Genre,
Ça dépend, je dirais que ça dépend du sujet. Okay. Si je sais que j'ai une histoire de fou entre les mains, je vais vraiment essayer de faire mon max. Genre, un truc comme les Rocks Tigers ou Sea of Thieves, Barbe Scintillante, c'est vraiment une belle histoire, j'ai envie de lui faire honneur. Et là, je vais re-record le même passage 15 fois s'il le faut. Okay. Maintenant, c'est pas une façon très saine de bosser, parce que ça rend fou au bout d'un moment, et j'essaye vraiment de moins me prendre la tête et d'essayer de sortir des trucs plus chill. La vidéo que je vais sortir là dans quelques semaines, elle est pas très ambitieuse. C'est une histoire qui est sympa sans plus. Tu verras quand elle sortira que le montage est pas ouf, c'est vraiment pas un truc de dingue. Même si je vais peut-être me faire un peu engueuler dans les commentaires pour ça, je pense que c'est très important de pas se prendre la tête max sur tous les sujets pour pouvoir continuer à le faire sur le long terme. Donc voilà. Je reporte juste les pubs, comme ça on est tranquille. Donc tu te sens pas enfermé parce que y a un peu le truc de quand est-ce que tu sais que c'est fini. Quand est-ce que tu sais que la vidéo est finie? Ça, c'est un sujet éternel. Non, c'est jamais fini. Généralement, je les sors quand j'en ai marre. Mais genre, la plupart de mes grosses vidéos jusque-là, je me suis pris la tête dessus. J'ai refait chaque passage 150 fois. Et je les ai sortis quand j'ai pété un plomb à la fin parce que j'en pouvais plus de bosser dessus. Mais c'est pas une façon saine de bosser. Genre, ça te rend fou sur le long terme. Si je veux encore faire des vidéos dans quelques années, il faut que je sois, justement que je m'enferme moins dans cette poursuite de l'excellence qui n'est même pas rentable en plus. Parce qu'en fait, tu fais 3 fois les efforts pour 0,1% de qualité en plus. C'est pas malin, genre. C'est peut-être pas malin, mais c'est ce qui fait le supplément d'âme qu'on trouve dans tes vidéos. Est-ce que c'est ce qui fait le supplément d'âme qu'il fait dans mes vidéos? On n'en a aucune idée. C'est que là, t'as vraiment posé cette question. J'ai l'impression d'être dans une vidéo. Mais ce n'était pas juste une question. En fait, j'en ai aucune putain d'idée. Moi, je me prends la tête sur la vidéo, je la refais 150 fois, je la sors, les gens sont contents, ça fait des vues, youhou. Si je m'étais pas pris la tête, ça se trouve, elle aurait fait 1 million de vues aussi, ça aurait été grave bien, sauf qu'on saura jamais parce que je me suis pris la tête. La prochaine qui va sortir, si elle fait des vues, on saura pas non plus. Tu peux pas voir ce qui se passe. En fait, si la prochaine elle sort et qu'elle fait des vues, on sera tenté de dire oh trop bien, même quand tu te prends pas la tête ça marche, sauf que si ça se trouve elle aurait fait 3 fois plus de vues si je m'étais pris la tête. Et ça tu pourras jamais le savoir. Et on saura jamais. Mais ça tu vis bien avec ça. Une fois que c'est sorti, en fait, que t'as purgé le sujet une fois qu'elle est sortie. Quand tu regardes la vidéo Sea of Thieves ou Rocks Tigers, est-ce que tu re-regardes déjà tes vidéos et ensuite quand tu les re-regardes, est-ce que tu te dis putain ça c'est à chier, ça c'est de la merde, aujourd'hui je la ferai différemment? Est-ce que t'as ça ou tu vois ça comme un film qui est fini c'est bon, c'est passé? Non, je les re-regarde jamais parce que je vois que les trucs qui vont pas. Non, je les laisse extrêmement loin. J'ai re-regardé Rocks Tigers il y a pas longtemps parce que c'était un donation goal pour un événement caritatif. Mais c'était la première fois que je voyais la vidéo Rocks Tigers depuis que je l'avais sortie. C'était douloureux de revoir? Alors en fait, ça va. En fait, j'ai réalisé que plus il y a de temps qui s'est écoulé depuis que je l'ai sorti, plus ça va. Genre les fautes. Je me souviens très bien, quand j'ai sorti Rocks Tigers, j'avais vraiment le seum parce que j'étais pressé à ce moment-là, il fallait que je l'expédie pour pouvoir commencer à bosser sur la vidéo code, je crois. Okay. Et il y avait plein d'erreurs dedans. Enfin, genre, il y avait plein de moments où le montage était pas top, la musique était trop forte, il y avait plein d'imperfections. J'avais vraiment le seum au moment où je l'avais sorti. De la re-regarder 1 an et demi plus tard, ça m'a beaucoup moins cassé les couilles. Okay. Donc, le temps soigne tout. Mais de façon générale, j'évite de les regarder parce que je vois que les trucs que j'aurais pu faire mieux. Ça c'est normal. Enfin, pour le coup, je pense que c'est pareil dans tout. Toi, moi, je re-regarde les KCX. Alors, même évidemment, ça n'a rien à voir. Hein, mais je vois que les imperfections. Mais je me force à le faire pour progresser. Tu vois, parce que si on en refait d'autres, quand tu regardes le KCX3, ça te permet de savoir sur quoi focaliser sur le KCX4, tu vois. On regarde souvent ça, mais c'est différent quand tu sors autant de vidéos. La vidéo Sea of Thieves, je me suis rendu compte après l'avoir publié que j'avais fait une énorme erreur et que pendant un moment, 5 secondes, il n'y avait pas de son. Genre, il y a 5 secondes de blanc. J'avais entendu, t'avais vu tweeter un peu sur ça. Il n'y avait pas de. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé au montage, mais il y a une piste audio qui a disparu. Pendant 5 secondes, il n'y a pas de son. Quand je m'en suis rendu compte 3 jours après l'avoir sorti, j'avais un seum. J'ai pensé qu'à ça pendant 2 semaines. Ça m'a rendu malade cette merde. Je déteste ça, vraiment. Tu bosses tellement dur dessus et à la fin. En plus, c'est parce que j'étais pressé, je l'ai sorti pour Noël. Et je me souviens très bien le soir où j'étais censé faire la dernière relecture. Comme je suis un fils indigne, j'avais rien acheté pour Noël pour ma daronne. Donc, au lieu de faire la dernière relecture sur Sea of Thieves, je suis allé aux Galeries Lafayette acheter un truc pour ma daronne. Et je me suis pas rendu compte que la dernière piste audio était sortie. Donc fils digne over la piste audio. Donc c'est plutôt bon signe. J'ai privilégié la daronne et j'avais un cadeau pour Noël. Et j'ai sorti la vidéo Sea of Thieves et il y avait un blanc dedans. Et j'ai pensé qu'à ça pendant 2 semaines. Tu l'as pas reproché quand même? Non, j'avais parlé, mais j'avais un seum absolument colossal. Et j'avais
demandé à YouTube s'ils pouvaient me laisser remettre le truc, ils avaient pas voulu, ces chiens. Aïe. Alors qu'ils peuvent, ils ont la technologie. Ils ont la technologie mais je suis pas assez big. Tu n'es pas squeezé, j'avais appelé un pote qui bosse pour Amine pour savoir si c'était possible et il m'avait dit à un moment Amine les avait contactés, il l'avait fait pour Amine, mais en fait j'ai vraiment pas la taille d'Amine. Donc YouTube, ils ont vu arriver ma pétition, ils ont fait tu es qui? Et ces chiens, ils m'ont jamais laissé remettre ma piste audio. Alors, toujours le seum. Mais un jour tu auras cette puissance. J'ai toujours le seum, voilà. De ce que je comprends, tu travailles seul sur toutes tes vidéos? Ouais, parce que alors, la vidéo sur les glières, pour la première fois, elle était faite avec la coopération de quelqu'un d'autre. Ok. Mais généralement, oui. Ça t'a fait dire que c'est quelque chose que tu pourrais mettre en œuvre à chaque fois, ou tu te vois toujours en mode solo? En fait, comme j'aime pas déléguer et que j'ai besoin de pouvoir tout surveiller par moi-même, je vais toujours probablement tout faire en solo. Genre, je fais la recherche parce que je me dis si jamais un mec rate un truc ou fouille pas au fin fond d'un forum, je fais l'écriture par moi-même parce qu'il faut que ça sonne comme moi. Évidemment, je recorde par moi-même. Je peux pas. Après, il y a le montage. Il y a plein de gens qui disent tu devrais engager un monteur, mais genre vraiment pas. En fait, sur ce genre de vidéo, t'as besoin qu'il y ait vraiment la bonne image, sur la bonne musique. Et au moment où j'écris la vidéo, tu sais, j'imagine déjà quelle musique il va y avoir dessus et genre quelle image. Donc non, je peux pas avoir un monteur. Le truc que je pourrais déléguer, c'est la recherche, je pense. Je pourrais laisser des gens aller fouiller des histoires stylées et me les ramener, mais j'ai jamais trouvé quelqu'un où je me disais ouais, son taf est incroyable, j'ai vraiment envie de bosser avec lui. Donc ouais, 99% du temps, je fais tout, genre de A à Z. J'ai appris à bosser comme ça chez moi, puis j'ai bossé comme ça chez MGG, et ça prend du temps, mais ça me va en fait. Ça me prend, tant que toi t'es à l'aise. Voilà, en fait, je pense que je gagnerais pas tant de temps que ça si je bossais avec genre un monteur, parce que je serais tellement sur ses côtes, je serais tellement insupportable. En fait, il m'enverrait une minute de vidéo montée. Le burn-out obligatoire. Tu vois, il m'enverrait une minute de vidéo montée et je lui renverrais genre 15 notes avec un changement toutes les 1 seconde. Donc, ce serait presque plus rapide que tu le fasses toi-même. Donc je pense vraiment que c'est plus rapide que je le fasse moi-même. Et on n'a pas envie d'envoyer le pauvre monteur en dépression, donc je pense vraiment qu'à la fin. C'est mieux d'éviter. Je pense qu'à la fin, c'est mieux que je bosse seul. C'est mieux d'éviter. Hop, je reporte. Les gars, c'est le dernier report de pub, donc après vous allez vous les taper. Et justement, alors c'est un sujet, là c'est le sujet le sujet clipesque. L'IA. Ouais, l'IA. Utilisation, pas d'utilisation, peur, énervement. Waouh. Là, c'est vraiment. J'ai posé le mot IA. Émotion. Dans l'ordre. Quelles sont les émotions la première question, c'était utilisation, pas utilisation. Pour l'instant, pas utilisation. Genre, j'utilise pas d'IA. Je fais pas mes vignettes avec l'IA. Je fais pas de recherche avec l'IA. Je devrais peut-être. Bah, tu sais quoi j'ai une anecdote marrante. Alors déjà, la génération d'images à l'IA, je trouve ça dégueulasse. Genre, c'est pas ouf. Ça me dégoûte. Déjà, les résultats sont moches. Et puis, elles ont été entraînées sur le taf de vrais artistes, en fait. Donc moi, j'ai toujours cette sensation horrible de c'est du vol. D'accord. Genre, si demain je demande à l'IA de me faire une vignette et qu'elle est faite dans le style d'un mec, je l'ai volé, ce mec. Et j'ai moyen envie d'être un voleur. Donc déjà, pas dire. Déjà là-dessus, pas dire. Pour ce qui est de l'IA en recherche, à la limite, tu vas dire la seule personne que je me vole, c'est moi. Parce que c'est moi qui aurais fait les recherches. C'est moi qui aurais travaillé pour faire les recherches. Et j'ai des potes qui sont sur YouTube qui sont en mode tu devrais utiliser l'IA pour faire des recherches, ça va super vite, elle te sort les bonnes infos, nanana, essaye au moins. Et quand je faisais la vidéo sur les glières, c'est une dinguerie comme. À un moment, je galérais à trouver des exemples de résistance en Haute-Savoie qui avaient mené. J'avais besoin d'exemples d'actions de résistance pour étoffer un petit peu ma vidéo. Et je trouvais rien. Et donc je me dis, tu sais quoi, on va écouter les conseils de mes potes, je vais faire un test. Et donc je vais sur une IA et je fais, trouve-moi des exemples d'actions de la résistance en Haute-Savoie. De fait, archi impressionnant. L'IA, elle me sort, ce jour-là, ils ont dynamité un train. Ce jour-là, ils ont attaqué un village. Ce jour-là, ils ont tué 3 officiers allemands. Voilà l'endroit où ça s'est passé. Donc, la réponse à ta question. La date où ça s'est passé. Et je me suis dit, putain de merde, c'est incroyablement efficace. Mais comme je suis old school, j'ai quand même pris un des événements dont elle m'a parlé et je l'ai mis sur Google. Et c'était faux. Il n'existait pas cet événement. Mais genre, c'est pas qu'elle s'était un peu ratée. Elle m'avait inventé un événement. Il n'y avait jamais eu un accrochage dans ce village ce jour-là. C'est sur aucun site. Et tu sais, les 10 exemples qu'elle m'avait sortis, il n'y en a pas un qui existait. Elle t'a inventé ce que tu cherchais. L'IA m'a mytho ce que je cherchais. Et c'était terrifiant à découvrir en fait. Si j'avais foutu ça dans ma vidéo, j'aurais inventé 10 faits historiques qui ne se sont jamais produits. Et l'IA, elle est tellement sûre d'elle quand elle te parle en fait. Elle te le dit avec une assurance. C'est terrifiant. Et tu sais, après tu peux la prendre en défaut. Après tu retournes sur l'IA et tu dis je ne trouve aucune trace de cet événement ce jour-là. Et elle te dit ah oui mon bad, ce n'est jamais arrivé. Genre une fois que tu la prends en défaut, elle reconnaît qu'elle te mytho complètement. Mais si tu te poses juste la question, elle te dit nimp. Elle te dit nimp, genre.
Ça m'est arrivé dans des tests aussi et on a testé des choses avec Côté sur calculer des pourcentages de chances de se qualifier, des choses comme ça. Et c'est vrai que de la même manière, c'était très compliqué d'arriver à un truc qui était mathématiquement vrai. Ouais, bah écoute. Donc au moins c'est réglé, c'est-à-dire que tes amis qui t'avaient conseillé ça pour le coup. En fait, là c'est terminé pour au moins un certain temps sur. Si tu dois fact-checker l'IA, c'est un peu. Tu te dis qu'elle va s'améliorer, patati patata. Je pense que plus tu lui poses des questions sur des sujets bien documentés, plus elle est fiable. Les actions de résistance dans des villages obscurs en Haute-Savoie, je pense qu'il y a quasi rien. Et je pense que quand elle trouve quasi rien, elle invente. Okay. Je pense que si je lui pose des questions sur des faits qui sont connus et actés et bien documentés, elle te fait un super résumé et c'est mieux que d'aller les chercher toi-même. Mais en fait, t'es quand même super obligé de vérifier parce que dès qu'elle a un doute, elle ne te dit pas qu'elle a un doute, elle invente. Donc ouais. Expérience mitigée. Expérience. Moi, ça répond à la question. Écoute, on arrive un peu au bout, moi, des questions que j'avais en tête, même s'il m'en reste, on va dire, quelques-unes. Mais tu vois, ce qui m'aurait intéressé aussi, c'est de comprendre, parce que tu es sur un peu à la fois tous les réseaux sociaux, mais on sent que tu es très YouTube. Tout ce qui est TikTok, les Reels, etc., j'ai pas l'impression que ça rentre particulièrement dans le champ de ton travail. J'essaye de poster des Reels des fois, mais Instagram, j'y comprends rien. Instagram, c'est une plateforme de Yes Life. Le contenu qui marche bien sur Instagram, c'est je suis allé à la plage, regardez, j'ai pris une glace comme je suis un sale geek qui sort pas de chez moi, que je vais mettre une photo de ma chambre tous les jours sur Instagram, donc j'ai pas de contenu pour Instagram. Donc ça élimine donc je suis nul sur Instagram. Quand j'ai des cooles histoires, j'essaye de les mettre en YouTube Short et en TikTok et généralement ça marche bien. Donc j'ai réalisé que j'étais pas mauvais pour faire des contenus courts, à condition que ce soit des contenus pensés spécifiquement pour TikTok. C'est-à-dire, c'est quoi la différence ? Ouais, la différence, c'est si je prends un extrait d'une minute d'une de mes grosses vidéos et que je la balance sur TikTok, comme tu vois par exemple des fois des extraits de Peaky Blinders, ça marche que dalle. Okay. Genre vraiment pas du tout. Ça fait 3 vues. Mais si j'écris un script en me disant ok, il va durer 1 minute, c'est une micro-histoire, elle est pensée pour TikTok, généralement ça marche de ouf et je peux faire des TikTok à plus d'1 million. Donc c'est une question de qualité en fait, je pense. La vidéo que tu écris spécifiquement pour TikTok et que tu travailles spécifiquement pour TikTok marche mieux. Donc en fait, TikTok n'est pas une plateforme poubelle où tu peux balancer n'importe quoi. Et ça t'amuse, c'est-à-dire parce que malgré tout, on va dire qu'il y a des plateformes qui suscitent une envie particulière. Tu vois, par exemple, le grand intérêt de Twitch, c'est qu'en plus de pouvoir diffuser des trucs, tu peux, t'as le chat, tu peux réagir. Enfin, tu vois, en fait, c'est stimulant. TikTok, ça te stimule. Moi, par exemple, TikTok, pour l'instant, me stimule pas du tout, même si je pourrais me dire, ok, je préfère ça. Mais non, c'est vrai que c'est pas très drôle de faire du contenu sur TikTok. YouTube, c'est cool parce que ça récompense quand tu fais vraiment des efforts. Tu peux mettre des formats longs, très travaillés. Twitch, c'est incroyable parce que l'interaction, parce que t'as les gens qui sont en direct, t'auras ça nulle part ailleurs. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas la plateforme la plus fun, Twitch. TikTok. TikTok, ouais. Pardon. J'ai l'impression que Twitch, c'est quand t'as un jeu, justement. En fait, tu vois, j'ai l'impression que tu as des arcs où tu as un jeu, et là tu vas faire pas mal de Twitch pendant, 4-5 jours à fond. Ouais, et ensuite, 2 semaines, et j'ai l'impression que c'est le jeu qui te fait lancer Twitch. 2 semaines, t'es gentil, plus 1 mois, mais en fait, oui, c'est quand j'ai un truc à partager, en fait. Je lance un jeu, et je me dis, ce moment était super drôle, j'ai envie de le partager avec des gens. Okay. C'est à ce moment-là que je me dis, ok, je lance un stream. Et donc tu joues off-stream, bien sûr. Ouais, je joue beaucoup off-stream. Il y a des jeux où je me dis c'est mieux sans. Genre par exemple, je suis en train de faire Cyberpunk et Cyberpunk c'est du blabla sans arrêt. Genre en fait l'intérêt c'est les cutscenes, c'est la narration. Si je me mets à parler par-dessus les personnages, ouais voilà, en fait je vais juste casser les couilles des gens. Si je stream du Cyberpunk, je vais me sentir obligé d'animer, je vais me sentir obligé de faire une blague au milieu de la cutscene. Tout le monde va me dire de la fermer parce qu'ils veulent écouter Cyberpunk. Je pense que c'est pas un très bon jeu à streamer. Par contre, les jeux d'énigmes, typiquement quand j'ai fait Outer Wilds, Outer Wilds c'est trop fun de regarder, quand t'as fait le jeu, regarder quelqu'un qui fait Outer Wilds c'est fou parce que t'attends le moment où il va avoir l'instant de oh putain j'ai compris. Ça se re-regarde vachement. Voilà, ça se re-regarde extrêmement bien parce que tu guettes le moment où il va enfin comprendre et voilà. Donc il y a des jeux qui se partagent super bien et c'est ça que je fais sur Twitch. Et faire du just chatting juste pour just chatter, j'ai toujours été nul à ça. Je suis pas bon et les jeux qui se font mieux tout seul, je les fais en off stream en fait. Ouais. De mon côté, t'as vu, c'est just chatting. Moi, je suis un parleur. Comme je suis un peu. Enfin, on va dire que ma carrière, c'est ça, de raconter des trucs, de faire des présentations, des machins. J'ai pris l'angle just chatting. J'ai fait un live où j'ai joué Nautilus. Tant de dire que.
Force à toi. Voilà, c'était pas incroyable. Clair Obscur, il y a des gens qui te demandent ton avis sur Clair Obscur. J'en ai pas encore, j'ai pas joué. La soundtrack est incroyable. J'ai écouté les 8 heures de musique, c'était phénoménal. C'est la seule chose que je peux dire pour l'instant. Donc pas encore de vidéo, de vidéo prévue sur. Mais il y a quelqu'un qui a demandé si je faisais Blueprints. Apparemment, c'est grave bien Blueprints et c'est un jeu d'énigmes. Donc je pense que ça se partage bien. Donc je pense qu'il va y avoir un arc Blueprints dans pas longtemps. Erwin derrière. Sur Blueprints ? Ouais, ça a l'air. Il y a plein de gens qui m'ont. De toute façon, je me suis pris moult DM sur Twitter. La moitié qui veulent que je fasse Expédition 33 et la moitié qui veulent que je fasse Blueprints. Mais j'ai peur qu'Expédition 33 soit un délire à la Cyberpunk. Genre mieux expérimenter seul. Je suis pas sûr. Écoute, en tout cas, moi j'ai plus regardé parce que j'ai pas eu le temps de jouer et j'ai passé un beau moment parce que le système de combat étant dynamique, il y a quand même, il y a des phases où effectivement on va être dans le silence et vraiment regarder les cinématiques, mais le combat dynamique est assez agréable parce que il y a quand même cette logique de parer, etc. avec des réflexes qui crée un truc qui est, je trouve, très regardable sur Twitch. Pour conclure, c'est quoi un peu donc tu as ce déménagement, etc., ce chamboulement. Est-ce que toi, tu as dans ta tête, on va dire, des next steps ou tu as des prochaines étapes de choses que tu aimerais faire, tester, des choses que tu aimerais arrêter, justement Est-ce que tu fais un peu ce travail de projection temps long ou tu es vraiment, on va dire, je dirais pas au jour le jour, tu vois, mais dans cette logique de vidéo après vidéo? J'ai pas d'ambition au-delà de faire les meilleures vidéos possibles dans l'avenir. C'est grave boring comme réponse, mais s'il y a un truc que je veux réussir à faire, c'est réussir à refaire des trucs qui vont autant toucher les gens que genre Odds Darva ou Rox Tigers ou Tunic ou Sea of Thieves. Je veux réussir à refaire des trucs bien, vraiment bien. Il y a des pistes pour réussir à ça. Genre par exemple, comme c'est clair et net que je vais jamais trouver tous les sujets les plus incroyables par moi-même, j'aimerais bien réussir à créer un réseau de gens qui trouvent des histoires et qui me les proposent. Et je parle pas de les faire bosser gratos, je parle d'avoir des chercheurs qui seraient payés et des gens, ils ont vraiment des compétences et j'ai confiance en leur travail et ils me ramènent des histoires de fou. Okay. Et j'aimerais bien avoir cette réputation de quand quelqu'un déniche une histoire de fou, on me l'envoie vers moi plutôt que d'aller la vendre à un autre youtubeur qui peut-être la ferait plus vite. Et tu vois, j'aimerais bien. Alors parce que moi, c'est clair et net que si on me donne un sujet, je le fais dans 1 an et demi. Je suis horriblement lent. Je suis l'homme le moins productif du monde. Mais si à un moment, il y a quelqu'un qui débarque en disant « Yo, j'ai un super sujet, mais j'aimerais bien que ce soit toi qui le fasses » et il vient me le vendre, ses recherches à moi, en sachant qu'il va pas avoir la vidéo tout de suite, mais parce que peut-être que moi, je vais vraiment bien la faire, à ce moment-là, j'aurais l'impression d'avoir réussi, d'avoir eu ce que je veux. La réputation, où les gens croient en le résultat final, quitte à attendre un peu. Et tu voudrais qu'ils t'envoient des histoires ou des scénarios? Est-ce que, parce que juste, tu vois, si c'est des bonnes histoires, toi, est-ce que tu veux, je sais pas, le pitch en 3 lignes et histoire dans le genre fiction, par opposé à non, excuse-moi, le sujet, tu vois, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu veux un sujet ou est-ce que tu vois dans ce monde-là de des gens qui t'aident à trouver, est-ce que tu as juste envie de, toi, je sais pas, il y a un sujet incroyable, c'est les Rox Tigers, machin, etc. Ou au contraire, le scénario, tu vois, et être un peu le réalisateur. Évidemment, on va remettre sa main sur le scénario, mais le scénario, de toute façon, je vais le refaire. Okay. De toute façon, je vais changer. Je vais me dire, soit ce serait mieux de le dire au début. Le scénario, de toute façon, je vais y toucher. S'ils ont envie de bosser, s'ils ont envie de faire des heures sup et d'écrire le scénar, cool. Mais non, en vérité, j'ai surtout besoin du sujet. J'ai besoin du sujet et de juste assez d'infos pour comprendre pourquoi le sujet est incroyable. Après, c'est mon job de faire les recherches par-dessus et d'étoffer et surtout de faire le travail d'écriture, de savoir dans quel ordre on amène les éléments. C'est plus mon job que celui du chercheur. Et la partie montage, tout ça, c'est des choses que toi tu t'imagines conserver. Je pourrais jamais déléguer le montage. Il y a pas un monde. Faudrait que le pauvre monteur il vive dans mon salon, faudrait qu'il soit là tout le temps, Et même là, ça irait. Non, le montage, ça fait vraiment partie intégrante de la narration. Même si j'ai trouvé une histoire stylée, et même si je la raconte avec le bon ton, ça marche parce qu'il y a la bonne musique et la bonne image à ce moment-là. C'est partie intégrante du truc. Donc non, c'est pas. Enfin, dans le genre de vidéo que je fais, je pense que le montage c'est pas délégable. D'ailleurs, aucun rapport. Tu as des gens de confiance à qui tu envoies les vidéos en amont. Est-ce qu'il y a des gens qui voient tes vidéos avant que ce soit public? Ouais, mais c'est juste mes potes. Okay. C'est pas des experts ni rien. Quand je finis une vidéo, généralement je l'ai vue 100 000 fois, donc je fais plus gaffe aux petites erreurs, tu vois. Donc généralement, je DM mes potes sur Discord. Je leur dis, est-ce que t'as envie de perdre 2 heures de ta vie à regarder une vidéo? Et comme ça, tu la regardes avec un regard frais. Et si t'entends des bugs de son ou des trucs qui ont aucun sens, tu me le dis. Tu cherches les bugs. Ouais, voilà. C'est. Par contre, s'il y a rien qui dit, là, j'ai pas trop compris cette partie-là. Ça dépend. Ça dépend. S'il a raison, je le refais.
Ça, en fait, à la fin, j'utilise mon jugement quand même. Si je trouve que non, le passage est bien, je le laisse. Mais je guette surtout les petites erreurs, tu vois, les petits problèmes. Parce qu'en fait, quand t'as passé 8 mois sur une vidéo, tu vois plus ce genre de truc. Donc ouais, généralement, je casse les couilles de mes potes à 2h du mat en mode, tu veux pas regarder une vidéo en avant-première? Et toi, tu as de l'autre côté des gens que tu aides ou accompagnes en tant un peu que, je vais pas dire mentor, je peux dire ancien, mais tu fais ce travail justement de faire des feedbacks à des gens ou... Non, pas tant que ça. Des fois, il y a des mecs qui me DM en me disant je fais du storytelling. Quel micro, tu sais, généralement c'est des questions simples. Ouais, quel micro tu utilises? Plutôt technique. C'est quoi ton setup? Je leur dis ce que j'utilise. Ils veulent savoir comment j'enregistre ma voix. Donc ça m'est des petits trucs. Ça m'est déjà arrivé d'apprendre à quelqu'un à setup OBS. Ça m'est déjà arrivé de conseiller quelqu'un sur quel logiciel de montage il doit faire. Ça m'est arrivé de montrer à quelqu'un sur Audition comment on enlève les clics de bouche. Mais genre, j'ai jamais été le mentor de personne. J'ai jamais passé assez de temps avec quelqu'un pour être un mentor. Genre. Peut-être que ça viendra. T'as quel âge là? 30. Je viens juste d'avoir 30. Félicitations, bon anniversaire. Je suis officiellement C'était quand? vieux. C'était 2 semaines. Ma bon anniversaire en retard. Bienvenue dans le gang des trentenaires. Je suis officiellement vieux de fou, genre. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Normalement, ça vient avec un peu, une évolution sur soi. Pas du tout. Je vais commencer à lire Nietzsche parce que je suis un trentenaire. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que ce sera à 40 alors? Dernière question. Cinéma, écriture de livres, séries. Est-ce que en dehors des plateformes, on va dire gratuites et des médias que tu connais déjà, est-ce que tu as eu des propositions? Est-ce que tu as des attraits pour ça? Est-ce qu'un jour tu te dis j'ai envie de faire un film, du documentaire, tu vois, genre sur des formats différents? Alors, ouais, en fait, t'as envie d'essayer des trucs différents. T'as toujours envie de faire des trucs que t'as jamais fait. Ça dépend de combien de temps ça prend. On m'avait proposé d'écrire un bouquin sur un club. Ah non. Mais ça prenait trop de temps. Ça prenait vraiment trop de temps, genre. Quand j'ai dit bouquin, ouais. T'as vraiment ouvert le trap. T'as vraiment ouvert le trap pour toi tout seul. Alors. Sinon, tu penses quoi des maillots ronds? Ils vont comprendre. Non, mais en vrai, par contre, le bouquin était trop long, par exemple, la fois où on me l'a proposé, mais il y a une publication qui m'a proposé d'écrire un article, okay. Et je pense, la petite vidéo là de 30 minutes que je vais sortir bientôt, je pense qu'elle passe bien sous format article, et je vais juste pour voir si j'écris à peu près de façon potable, si genre ma plume est pas trop dégueulasse, je vais essayer de la faire à format papier. Okay. Et de leur envoyer. Ils m'ont déjà dit que ça l'intéresserait de la publier. J'imagine. J'imagine, ça se trouve, j'écris comme un pied et il n'y a aucun intérêt. Ils sont gentils parce qu'ils aiment bien mes vidéos, mais je pense que personne s'arrache mes écritures. Oui, j'aimerais bien essayer de faire différents trucs. Alors, tout le monde me déconseille de bosser avec la télé. À chaque fois que j'en parle à quelqu'un, c'est fais jamais une émission ou un reportage avec la télé. D'accord. Il n'y a que des vieux, ils comprennent rien, ouais. Ils vont t'obliger à changer ton projet jusqu'à ce que ce soit irregardable et ce sera nul à la fin. Mais pour toucher plein de gens qui sont jamais sur Internet, je suis sûr que je peux raconter un truc qui intéresserait les gens qui traînent pas sur YouTube, tu vois. Et ce serait sur un format, on va dire, proche. Tu vois, dans l'idée, ce serait sur un format proche de ce que tu fais sur YouTube, ou t'aimerais aller dans la fiction? L'arnaque avec la fiction, c'est je sais pas si je suis bon en fiction. Justement, vois, est-ce que ça pourrait être un... J'ai la compétence de trouver une histoire cool et de faire comprendre aux gens pourquoi c'est cool, mais encore une fois, ça se trouve comme auteur, je suis catastrophique. Est-ce que si un jour, je sais pas, j'ai même pas un début de script, j'ai même pas un début de scénar. Mais est-ce que c'est une envie? Juste, est-ce que c'est quelque chose qui grandit en toi, ou au contraire tu te dis, pour l'instant, c'est pas particulièrement un sujet pour moi, je m'en fous, j'ai pas d'attrait pour ça, tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai eu aucune envie d'écrire de la fiction pour jusqu'à là. J'ai cette envie depuis longtemps de réussir à faire un truc qui pourrait passer à la télé, qui serait suffisamment propre niveau montage. Même à un moment, j'entretenais l'espoir de réussir à convaincre une chaîne de me laisser passer la vidéo Outer Wilds dessus, mais je pense que j'ai aucune chance. En fait, je pense que les plateformes comme, tu vois, par exemple, les plateformes semi-fermées, genre les M6+, etc., ou Slash, c'est peut-être plus simple que la télé linéaire. Parce que tu vois, mes vidéos ont un côté super amateur. Genre, je suis en débardeur dans ma chambre, il y a un micro qui est pas très cher. Mais ça, les gens ne le voient pas. Bah si, parce qu'il y a beaucoup de vidéos où je suis en facecam. Et il y a un côté, et le décor est dégueulasse, et ça va pour YouTube. Mais tu vois, la plupart de mes vidéos, je pourrais pas prétendre les passer sur TF1. Il y a un côté super YouTube, super amateur. La vidéo Outer Wilds, on voit pas ma tête.
C'est que du jeu et c'est une histoire qui parle à tout le monde, une histoire de sacrifice et d'aventure et elle est vraiment belle parce que le jeu est vraiment beau. Et je me disais, s'il y a une de mes vidéos où peut-être je me ferais pas snobber par la télé, c'est elle. En plus, c'est elle qui a fait le plus de stats. Et donc j'entretiens ce rêve depuis grave longtemps de réussir à convaincre quelqu'un qui bosse pour une grande chaîne de me laisser diffuser Outer Wilds. Mais tous les gens à qui j'ai parlé qui bossent dans la télé sont en mode tu n'as aucune chance. Genre vraiment, les 6 ou 7 plus grandes chaînes, même Outer Wilds, elles te touchent pas avec un bâton. Et c'est des gens que je tentais de croire, parce que c'est des gens qui sont dans des boîtes de prod ou qui ont bossé dans la télé. Donc pour l'instant, ce que le milieu me dit, c'est jamais de la vie. Jamais de la vie. Et tu t'en ficherais de l'heure à laquelle c'est diffusé? Bah oui, idéalement pas à 21h TF1, ça va être dur. Idéalement pas à 4h du mat, mais oui, je réalise que je peux pas prétendre au prime time. Mais tu vois, petit Arte 23h. Un petit test, juste un test sur une chaîne un peu regardée par des gens, je serais curieux. Et après, il y a des gens qui me disent, mais attention, c'est grave dangereux, parce que si tu y vas et que tu floppes, la télé va te brander comme pas bankable et tu n'auras plus jamais ta chance. C'est probablement vrai. Donc apparemment il y a un risque. Si quelqu'un accepte de diffuser Outer Wilds et que je fais 2 vues, la télé me verra comme un nulos jusqu'à la fin des temps. Arte 23h. Arte 23h. Arte 23h. Je leur enverrai un mail. Ce que je vais faire, c'est que j'ai demandé à quelqu'un que je connais. Ouais. Je ne m'engage à rien. C'est pas du tout prévu, hein, je précise. Puisque à l'époque où j'avais une plateforme de podcast, on avait des rendez-vous chez Arte. Ouais. Donc je sais qu'il a l'accès aux personnes qui pourront nous dire qui est le décideur ou la décideuse. Je sais pas si on dit décideuse. Et au moins comme ça on proposera si tu veux. Je te cornerise pas. Franchement, pourquoi pas. Voilà. Et le conseil du livre. Tu vois, et le conseil général qu'on me donne, c'est si vraiment tu veux avoir une chance avec la télé, bon les vidéos que tu as déjà fait c'est mort, mais engage un JRI, achète-toi une vraie cam et vas-y en mode boîte de prod et fais un truc qui ressemble, qui est vraiment léché, qui est vraiment télé. En vrai de vrai, supposons j'ai une cool histoire qui se passe, je sais pas, au Brésil. Et j'engage un mec pour aller prendre des vrais beaux plans au Brésil. Et au lieu de raconter en slip dans ma chambre en mode YouTube, je vais sur place et je raconte dans la rue avec un vrai beau cadrage. Bah, il en faudrait pas beaucoup plus pour que ça ait une gueule de reportage. Et ça, en fait, je pourrais aller voir une chaîne de télé et dire est-ce que ça vous intéresse. Et de ce qu'on me dit, ça aurait déjà beaucoup plus de chances de passer. Ça, c'est sûr. Parce que ça rentre dans le process traditionnel. Voilà, ça ressemble un peu à ce qu'ils connaissent. Et ça me permettrait de toucher une nouvelle audience, du coup, les gens qui regardent la télé. Et surtout, ça me permettrait de sortir de chez moi et de devenir moins fou et de travailler avec des gens. Et, il n'y a que du positif. Tu vois, il n'y a que du positif. Moins un horrible ermite, des sujets différents, peut-être une nouvelle audience et apprendre des nouvelles façons de travailler. Par contre, il y aurait, si tu fais ça, il y aurait des logiques de planning à respecter. Et c'est peut-être ça, au moins de... Pourquoi ? Parce que, en fait, au bout d'un moment, il faut que ça sorte, tu vois. Ah, mais je pense pas que tu pourrais dire, tiens, je rajoute 8 mois, tu vois. Mais ce serait sur mon propre argent. C'est-à-dire, je le fais de mon côté, puis je le présente quand c'est fini à la chaîne. Ah, d'accord. Mais toi, tu veux. Je veux pas d'un financement. Ok, c'est pas voici ce que je veux faire, financez-le. Je le fais, achetez-le. Mais ça, tout le monde m'a dit, surtout bosse pas avec la télé. En fait, les gens, tout le monde, ça vraiment, le monde entier est unanime. C'est si tu vas leur présenter un projet, ils vont te le faire modifier jusqu'à ce que ce soit nul, parce qu'ils comprennent pas ce qui est intéressant. C'est pour ça qu'ils perdent des parts d'audience. Et c'est tout. On m'a fait le pitch de, c'est tous des vieux, c'est tous des débiles. Nanana. Et le problème, c'est que les jeunes de Internet me font ce pitch, ce que je comprends, parce qu'ils ont tendance à mépriser un peu la télé, mais les vieux de la vieille qui ont bossé dans la télé sont dans le secteur me font le même pitch. Ok, bon, c'est plutôt mauvais signe. Donc le monde entier m'a dit, frère, ne travaille pas avec la télé, fais un truc, et quand il est fini, essaye de le revendre. Apparemment, il n'y a que comme ça que ça marche. Donc il n'y aurait pas de problème de délai. Parce que je leur en parle. Parce que je leur en parlerai pas. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais s'ils te disent, ok, donc tu as fait. Parce qu'il y a quand même des logiques de format. Est-ce que c'est un 52 minutes, etc. Par contre, ça, c'est imposé. Ça, c'est une vraie contrainte. Il faut qu'il ait la bonne durée pour que je leur présente. Exactement. Et ils disent, ok, par contre, là, il faut que tu changes ça parce qu'il va y avoir la pub à ce moment-là. Bah, ça dépend. En vrai, je suis pas intransigeant à ce point-là. Ça dépend de la dinguerie de ce qu'ils demandent. Okay. Si vraiment j'ai l'impression que ça heurte la vidéo. No go. Je pense que j'ai assez d'ego pour dire non, c'est mort. Mais il est aussi possible que la demande soit très raisonnable. Et si on perd 5 secondes sur la vidéo, d'une vidéo d'1 heure, tu vois, ça passe. Genre. Ça, en fait, ça dépend le contexte. Ça dépend de ce qu'il demande. Ça dépend de ce qu'il demande. Très bien. Bon, dernière question. C'est la 4e fois que tu dis dernière question. J'ai pas envie d'être un connard, mais c'est ça. Mais bon, en même temps, tu donnes, enfin tu réponds bien, en tout cas ça donne envie de rebondir. Bon, est-ce que là maintenant t'as 30 ans, on commence à être des anciens, voilà, tu penses à la jeunesse, t'as des conseils à donner? C'est quoi cette question? J'ai prévenu. Tu me casses les couilles. Allez, regarde, je crois que j'avais écrit. C'est une question complètement bateau et un peu con. Mais est-ce que t'as un conseil à donner et ensuite on cut? Non, comme ça. J'ai 18 ans, je veux faire des vidéos sur YouTube, je fais quoi? Est-ce que t'as la vision? J'ai pas la vision, frère.
la plupart des trucs qui me sont arrivés, j'ai l'impression me sont arrivés un peu par hasard. Genre j'ai voulu faire ça a bien marché. Des fois je me suis planté. Des fois à un moment j'ai trop bossé, j'étais en burn-out. Mais tu vois, genre j'y vais tellement à la vue. J'ai pas un plan. C'est là que vous voyez qu'il n'est pas encore vieux. Il n'est pas assez vieux. Ah ouais. Et ça, c'est bravo à toi. Parce qu'en fait, tu deviens vieux, je pense, le jour où tu es capable de répondre à c'est quoi ton conseil pour les jeunes. Ah ouais. Ouais, je pense qu'à partir de ce moment-là, tu as passé un cap. Je suis archi perdu et je navigue entièrement à vue. Et vraiment, pour commencer à te donner des conseils, il faudrait que je navigue un peu à vue. Genre, non, frère, j'ai aucun conseil. Je suis trop perdu. Hein. Très bien. Il n'y a pas de conseil. Allez vous faire foutre. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait d'autres sujets que tu voulais traiter ou des points qui te paraissaient importants. Moi, j'ai posé toutes les questions que j'avais prévues, que je souhaitais te poser. J'ai sincèrement posé des questions qui m'intéressaient. Tu vois, j'ai posé les mêmes questions que si on avait été prendre un café. C'est mon positionnement. Ouais, bah écoute, non. Il y a une question qui m'intéresse, c'est genre vous gagnez les Worlds bientôt ou... Oui, okay. Mais alors attends. Ouais. Ok. Est-ce que si on gagne les Worlds de LoL, tu t'engages à présentement devant mais j'ai déjà... au moins 125 000 personnes sur ce live? Ah oui. Ou tu t'engages à faire la vidéo? Bah, j'ai déjà promis à Kamel en fait. Moi ça me va. Oui, mais c'est acté depuis un petit moment. Bon bah tant mieux. Tant qu'on l'a lu, que Kamel est au courant et qu'il est d'accord, on est bon. Merci beaucoup Augustin d'être venu. Merci à Emma qui a mis la pression nécessaire pour que ce soit le cas. Elle m'a attrapé par le col sur Discord, vraiment. Elle m'est tombée dessus de nulle part, j'ai rien pu faire. Et merci à tous ceux qui étaient là. Merci beaucoup. Je suis en retard, je sais, 20 minutes. Mais bon, je suis vraiment très très heureux d'avoir vécu ce moment. J'avais plein de questions et voilà. Merci beaucoup d'avoir été présent sur ce live et d'avoir été extrêmement élégant dans le chat. C'est toujours l'objectif. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a permis de découvrir des choses ou pas. Mais en tout cas, vous avez passé un bon moment. Et à partir de là, je vous souhaite une excellente soirée. Et à bientôt. Salut. Au revoir.